La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Cette affirmation, vous la connaissez toutes et tous. Elle est inscrite à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle se présente comme un écho à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précisait déjà que la loi est l'expression de la volonté générale et que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Qu'est-il advenu en pratique de ces affirmations? Une promesse non tenue. Le choix formulé par le pouvoir constituant de 1958 d'un équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe a été mis à mal au profit d'un système représentatif qui n'offre au peuple, en guise de respiration démocratique, que les élections. Dans la pratique institutionnelle, la démocratie directe a été marginalisée, contenue, redoutée. Le recours au référendum est demeuré exceptionnel et toujours subordonné à la volonté des gouvernants quand les résultats leur convenaient, et les grands choix collectifs n'ont que très rarement été ceux du peuple souverain, mais bien souvent de leurs élus, sans lui ou contre lui. Les rares initiatives de concertation n'ont malheureusement pas été de nature à retisser la confiance entre citoyens et élus, que ce soit lors de mobilisations massives contre des textes de loi que l'on passe en force, lors de conventions citoyennes auxquelles on appose sans filtre, ou même quand on convoqua un grand débat national qui devint, avec la collecte des cahiers de doléances dans les mairies, la plus grande consultation en expression libre de notre histoire depuis la Révolution française et qu'on n'en fit absolument rien. Notre démocratie s'abîme de ces consultations pour rien, de ces doléances où ceux qui les écrivent expliquent à l'entête qu'ils savent que personne ne les lira sans doute, mais dans le doute, ils y noircissent des pages de préoccupation et d'espoir, ces pages qu'on archive et que personne ne lit ensuite, comme pour leur donner raison. Et nos dysfonctionnements démocratiques leur donnent raison, avec ces élections où l'on vote bien plus souvent contre que pour, quand on vote encore. Les plus de 30-49-3 utilisés depuis 2022, ces 300 ordonnances depuis 2017, le référendum de 2005, le dernier organisé dans notre pays, trahi par la suite. Les mobilisations contre la réforme des retraites passées en force. Les législatives de 2024 dont on ignore les résultats là-haut. Des décisions qui sont vécues par beaucoup comme imposées par des gens qui ne leur ressemblent pas et qui les méprisent. À tout cela, vous me direz que j'exagère, que nous sommes représentatifs et légitimes, toutes et tous ici pour décider au nom du peuple et que nous portons ses aspirations. À vous, ma question est celle-ci. Dans toutes les mobilisations citoyennes récentes, la première des revendications était démocratique et c'était celle du RIC. Comment peut-on être aussi indifférent à cette demande de démocratie? La défiance des citoyens envers la politique en général et les institutions en particulier est documentée. En 2025, selon le Cevipof, seuls 26% des Français déclaraient avoir encore confiance dans la politique. La confiance dans l'Assemblée nationale atteignait quant à elle un niveau historiquement bas de 24%, comparable à celui observé au plus fort de la crise des Gilets jaunes. C'est dans ce contexte que s'inscrit la proposition de loi constitutionnelle qui vous est soumise. Elle part d'un constat simple. L'envie des citoyens de participer au débat national est réelle. Elle y apporte une réponse simple, permettre aux citoyens d'initier et d'approuver des réformes à tous les échelons, constituants, législatifs, locaux. Cela existe ailleurs. L'initiative populaire existe dans 17 des 27 pays membres de l'Union européenne. Cela existait avant. La Constitution de 1793 consacrait le fait que la loi n'entrait en vigueur que sous réserve que les citoyens ne la rejettent pas. Ce choix repose sur l'idée que la démocratie ne se renforce pas en tenant le peuple à distance, mais en lui faisant confiance. J'insiste sur un point qui me semble fondamental dans notre compréhension de l'objet qui nous rassemble aujourd'hui. Nous, représentants, ne devons pas avoir peur du peuple dans le travail législatif que nous menons justement en son nom. Nous pouvons concevoir un système vertueux dans lequel les citoyens amèneront des initiatives de grand intérêt, qui parfois aboutiront, parfois seront rejetées. Tout comme nos initiatives par ailleurs, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Les élus continueront d'exercer leur mission de contrôle de l'exécutif, de vote des lois. Mais entre deux élections, les citoyens retrouvent un droit d'initiative réel, une capacité d'agir sur les décisions importantes. Et cela impactera également notre façon de travailler en ayant à l'esprit l'opinion des concitoyens. Aucun gouvernement, aucune assemblée n'agira de la même manière quand elle se saura observée, quand elle saura qu'à la fin, le peuple souverain pourra avoir le dernier mot sur une disposition. Est-ce que les débats sur la réforme des retraites, pourtant tenus au nom du peuple français, auraient eu lieu de cette manière ? Est-ce que ceux sur la loi du plomb, la loi immigration ou tout autre texte débattu et voté au nom du peuple français auraient été les mêmes avec la possibilité de cette initiative populaire? J'en doute. Chers collègues, en aucun cas le législateur ne perdrait du terrain en laissant les citoyens initier parallèlement la loi. Au contraire, les élus seraient invités à concerter, à améliorer la qualité de la loi en amont, à créer du consensus, de la confiance, non pas seulement avec les différents camps politiques ici présents,
mais avec l'ensemble des citoyens que nous devons de représenter. De la même manière, je vous laisse imaginer les horizons que cela ouvrirait pour les oppositions, qui se verraient à la fois responsabilisées par la nécessité que leurs propositions puissent être soumises à référendum, à la fois ouvrir la possibilité de faire valoir ces mêmes propositions, même lorsqu'elles ne gouvernent pas. Le référendum d'initiative populaire en matière législative ou constitutionnelle vient en complément des autres modalités d'initiative présidentielle et parlementaire, car il ne les remplace pas, et vient donc même les renforcer en certains points, en totale adéquation avec l'esprit de la Constitution de la Ve République et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Concrètement, cette proposition de loi instaure le référendum d'initiative citoyenne à 3 niveaux. D'abord, l'article 1er crée un référendum constituant d'initiative citoyenne permettant aux citoyens de proposer une révision de la Constitution sous le contrôle du Conseil constitutionnel et dans le respect des droits fondamentaux. Ensuite, l'article 2 crée au niveau national un référendum législatif d'initiative citoyenne permettant de proposer ou d'abroger une loi. Il institue en outre un référendum suspensif permettant d'empêcher la promulgation d'une loi définitivement adoptée qui serait massivement contestée par les citoyens. Enfin, l'article 3 crée un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Il ne s'agit pas d'un simple droit de pétition exercé dans l'espoir vague d'une mise à l'agenda d'un sujet par les représentants. Non, il ne s'agit pas de participer, il s'agit de décider par la délibération, par le vote. Nous avons décidé de ne pas instaurer de seuil dans cette proposition de loi. D'abord pour éviter que le débat ne se concentre là-dessus et qu'on s'écharpe sur les modalités d'application avant l'acceptation du principe même. Ensuite, parce que les seuils peuvent figurer dans la loi organique qui devra venir compléter cette proposition constitutionnelle qui permet une plus grande flexibilité. Certains d'entre vous ont déposé des amendements concernant les seuils. Je suis heureuse que ceci puisse être débattu ici. Le fruit de nos débats à ce sujet viendra compléter la proposition de loi organique que je vous enverrai avant l'examen en séance et que j'espère nous pourrons examiner par la suite, peut-être même de manière transpartisane si ce texte est adopté. Je connais les réserves que peut susciter le référendum d'initiative citoyenne. Je veux donc vous rassurer en préalable de nos débats sur plusieurs points. D'abord, la procédure ne déstabilisera pas l'état de droit, car elle est assortie de garanties. Les propositions de loi ou de délibération seront soumises à un contrôle de constitutionnalité. S'agissant spécifiquement des propositions de révision constitutionnelle, elles ne pourront porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ensuite, la procédure retenue permet de contrer l'argument du danger que représenterait le référendum face à des sujets d'une trop grande complexité. En effet, les propositions devront porter sur un objet unique. Plus encore, cette proposition de loi fait le choix audacieux mais réaliste d'assortir le référendum d'une phase informative menée au sein d'une convention citoyenne dont je souhaite vous dire quelques mots. Ces conventions citoyennes seront composées de citoyens tirés au sort dont le rôle sera d'examiner la proposition, d'entendre les experts du sujet et de produire une information objective, claire, complète et accessible à destination de l'ensemble des électeurs. Ce choix s'appuie sur des expériences éprouvées en France, comme dans des villes comme Grenoble ou Poitiers, ou à l'étranger. Ces expériences ont permis de constater que les citoyens étaient mieux informés sur les enjeux du scrutin lorsqu'un tel processus informatif confié aux citoyens était organisé en amont du scrutin. Au niveau national aussi, les conventions citoyennes ont fait leurs preuves avec des conclusions étayées et particulièrement éclairantes, même si elles ont, dans les faits, été peu suivies des faits. C'est la possibilité, dans un pays polarisé comme le nôtre, de dépersonnaliser le débat, d'instaurer des lignes de clivage moins partisanes. Cette proposition associe les citoyens à chaque étape de l'adoption de la réforme, au stade de l'initiative, au stade de la production d'une information claire sur le sujet, puis au stade de l'approbation par l'organisation du référendum. Le dispositif ainsi proposé est original, mais raisonnable. Car oui, il est raisonnable de penser que le référendum d'initiative citoyenne que nous proposons n'affaiblira pas la démocratie représentative. Au contraire, il l'enrichira, il la complétera, et il pacifiera le rapport de nos concitoyens à nos institutions. Loin de s'opposer aux représentants, il donne un pouvoir de codécision au peuple et permet de nouer et conserver le dialogue au-delà des élections. Il permet de répondre à la question « à la fin, qui a le dernier mot ?» Je vous propose que dans certains cas, ce soit le peuple souverain. Mes chers collègues, cette proposition ne résoudra pas à elle seule la crise démocratique que traverse notre pays. Mais elle constitue une première étape pour restaurer la confiance et transformer une colère démocratique persistante en capacité collective d'agir. Je formule ainsi le souhait que vous adoptiez cette proposition.